Dominique Ruhlmann et Jean-Pierre François, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue parmi nous. Jean-François a 34 ans, déjà plusieurs métiers derrière vous, au moins 3, celui de footballeur, vous étiez attaquant à l'AS Saint-Etienne. Ouais. J'ai dit quoi, Jean-Pierre François? Jean-François. Bon, Jean-Pierre François, excusez-moi. Footballeur, attaquant à Saint-Etienne, vous allez d'ailleurs être content de voir que cette équipe retrouve l'élite l'année prochaine. Ouais, exact. Chanteur, j'ai eu la chance d'ailleurs de vous rencontrer à cette époque-là, de vous interviewer pour Europe 1. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, vous étiez interprète de Je te survivrai. Peut-être qu'au regard de l'émission, du thème de l'émission de ce soir, c'était presque prémonitoire alors. Oui, quelque part, oui. C'est vrai que le titre veut tout dire, quoi. Les plus jeunes ne s'en souviennent plus. On va regarder un extrait de cette chanson qui a été numéro 2 du top 50 pendant des semaines et des semaines. Je te survivrai d'un amour vivant. Je te survivrai dans des yeux d'enfant. Je te survivrai comme un revenant. Je te survivrai. La parole et musique de Didier Barbelivien que vous aviez rencontré à Saint-Tropez. Donc vous n'avez pas été numéro 1 parce qu'à l'époque il y avait une chanson qui fonctionnait fort. Qui était la Lambada. Qui était la Lambada et qui était numéro 1 presque mondial. Classé 23 semaines en 89, c'est un succès très long quand on est au cœur de celui-là. Il y a eu ensuite un deuxième tube, Il a neigé sur les lacs, et puis ensuite ça a été beaucoup plus difficile. Vous êtes la compagne de Jean-Pierre François depuis 16 ans, vous Dominique, vous avez 3 enfants ensemble. Vous aviez déjà 2 enfants à l'époque où ce disque est sorti. Oui. Et pourtant la maison de disque avait demandé à ce que le chanteur donne l'image de quelqu'un de célibataire, sportif et sexy. Célibataire, vous l'avez vécu comment à l'époque? Bon, je l'ai bien vécu. Je l'ai bien vécu parce que c'était une bonne opportunité pour lui. Et puis, il a toujours été en avant puisqu'il était footballeur professionnel. Donc, vedette née. Vedette née, beau gosse. Donc, j'ai toujours été un petit peu en retrait, mais ça ne me gêne pas du tout. Ces années top 50, si on pourrait dire, étaient-elles les plus belles années que vous ayez connues avec lui? Pas vraiment, mais... Étaient-ce les pires? Les pires non plus. C'était plus difficile, on va dire. C'est-à-dire? C'est-à-dire que j'avais peur qu'il... Comment je pourrais dire? Qu'il ne revienne pas à la maison. Oui, peut-être ça, oui. Qu'il se perde? Qu'il se perde, qu'il ait d'autres opportunités, quoi. En dehors de moi. Oui. Je crois comprendre ce que vous voulez dire, Dominique. On va regarder ce reportage qui raconte donc là où vous êtes, là où vous en êtes aujourd'hui dans votre vie. Vous vivez, vous Jean-François, Jean-Pierre. Je ne vais pas y arriver. Oui, Jean-Pierre François, c'est compliqué, pourtant je connais bien votre nom. Jean-Pierre, vous vivez à Saint-Cyprien aujourd'hui, près de Perpignan. Vous avez ouvert un bar musical où vous ne chantez pas, ce sont les autres qui chantent. Votre femme et vos enfants habitent à un peu plus de 400 km, près de Saint-Tropez, à Gassin. Vous les rejoignez une fois le boulot de la semaine terminé, c'est-à-dire à la fin de la semaine, quoi, le week-end, le dimanche. Gilles Couder et Stéphanie Guérin vous ont donc accompagné sur la route de votre vie, pourrait-on dire, donc de Saint-Cyprien jusqu'à Saint-Tropez. Voici le premier reportage de notre émission. À partir du moment où je suis rentré dans le milieu du showbiz, j'ai complètement arrêté le sport pendant à peu près 2 ans, 2-3 ans. C'est-à-dire que même plus je courais, même plus je faisais de footing. Le succès aurait pu commencer par là, aussi par le foot. Oui, mais bon, la vie fait que des fois il y a des choix à faire. Voilà. Je ne sais pas si j'ai fait le bon choix ou le mauvais, mais bon, ça a correspondu à une étape de ma vie. C'était en 1987. Jean-Pierre François est alors attaquant des Verts de Saint-Etienne. Promis à un bel avenir professionnel, il décide pourtant de changer de direction. C'est vrai que je suis un petit peu marginal parce qu'arrêter sa carrière à 24 ans alors qu'on est dans un des plus grands clubs de France, on passe un peu pour un jobard, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Il faut des exceptions des fois dans la vie. C'est lors d'un match organisé contre les gens du showbiz qu'il sympathise avec Didier Barbelivien. L'histoire a démarré comme ça, quand je suis monté à Paris. Je l'ai appelé, on a mangé ensemble, il m'a dit tiens, ça t'intéresserait pas, on fasse un truc ensemble. J'ai dit ouais, pourquoi pas. Sa motivation, son choix, lui, c'était quoi? C'était votre voix, votre gueule, c'était quoi? C'était plus la gueule. Là, quand on n'est pas chanteur, déjà à la base, il m'a pas pris pour ma taciture de voix. Je savais pas chanter, donc bon, j'ai appris sur le tas, quoi. C'est alors le succès avec 1 300 000, 45 tours vendus, un disque d'or, le strass, les paillettes et 2 années passées à évoluer dans le milieu du showbiz. C'était une belle histoire d'amour. J'espère peut-être un jour va reprendre. Mais c'est vrai que la transition d'être numéro 1 au top et puis de se retrouver du jour au lendemain, c'est pas le problème de ne pas être reconnu.
c'est le problème de plus avancer dans son métier et de gamberger, quoi. Se dire, est-ce que je suis capable ou plus capable de continuer dans cette voie-là, quoi. Et pendant 8 ans, Jean-Pierre se réfugie chez lui, sur les hauteurs de Saint-Tropez, auprès de sa famille. J'ai eu une période noire, j'ai eu une période où j'ai la gamberge. C'est vrai que à côté du téléphone, attendre qu'un producteur appelle ou que qui que ce soit du showbiz appelle, c'est vrai que je l'ai mal vécu. Hein, comme je disais, c'était à la maison, devant la téloche, avec la télécommande dans une main. Il était très malheureux parce que bon, le fait d'être parti de Paris, il était oublié par tous les gens du système. Et donc, je le sentais mal. Mais d'un autre côté, il était, comment je pourrais dire, il était plus serein. J'étais content quand même d'avoir quitté le système parce que ça m'avait vraiment bouffé. Mais en fin de compte, ce système me manquait quelque part. Il y a 2 ans environ que Jean-Pierre a repris ses esprits. J'ai surtout besoin de me prouver les choses à moi-même, c'est-à-dire maintenant que je me sens positif, j'ai besoin de rebondir. Donc venir à Saint-Cyprien, c'est de me prouver à moi-même que je suis capable de faire d'autres choses que de chanter, je vais pas attendre éternellement qu'un producteur m'appelle ou que le téléphone sonne. Mais j'aimerais un peu rayer cette image, Jean-Pierre François, je te survivrai, c'est bien, mais j'ai envie de tourner la page. C'est primordial pour moi. À 500 km de chez lui, il y a 1 an, il s'associe avec un ami pour ouvrir ce bar. Je peux avoir un autographe? Non? Avec plaisir, avec plaisir. Je me suis renseignée d'abord. Ah bon? C'est beau? Pour Monique. La fierté de maman. C'est quoi? Bah, c'est mon premier disque d'or, quoi. Et pourquoi il est ici, dans ce local et pas dans le café? Bon, pareil, par pudeur. On a décidé un jour de le mettre, mais bon, là, pour le moment, il reste là, quoi. Parce que bon, en emblème, mettre mon disque d'or dans mon établissement, je trouve un petit côté un peu ringue. Bon, il est bien, là. Ça te fait quoi de voir ça maintenant, aujourd'hui, 10 ans après? C'est une gifle à chaque fois, quoi. C'est une gifle parce que ça correspond à un tronçon de ma vie, et autant dans le positif que dans le négatif. Mais voilà, c'est là, quoi. Ça reste, c'est ancré. Après des années de doute et d'indécision, aujourd'hui Jean-Pierre a d'autres projets. À côté de son bar, il a décidé d'ouvrir une boîte de nuit. Après le succès, il arrive toujours, c'est-à-dire le contre-coup. Ce contre-coup, bon, bah, c'était un petit peu difficile de l'accepter. C'était un peu difficile de reprendre prise dans la vie. Et puis, je crois que ici, cette affaire, elle respire un peu mon renouveau, c'est-à-dire ma remise en question, mon départ dans la vie, quoi. Dans la vie vraiment active et professionnelle. Mais c'est clair qu'il y a encore 2 ans, 3 ans, je ne me serais jamais imaginé que je serais là, quoi. Et la nuit dans son bar, Jean-Pierre, le chef d'entreprise, renoue avec le succès. Depuis l'ouverture il y a 10 mois, l'endroit accueille chaque soir 700 personnes. Au niveau de mon établissement, j'y suis du matin au soir jusqu'à la fermeture. Je fais la part de mon travail, c'est-à-dire que je suis celui qui doit être représentatif, mais ça ne tourne pas essentiellement autour de moi. Je ne viens pas en disant à Saint-Cyprien, je suis le chanteur. Non, je crois que j'essaie déjà de me faire accepter en tant qu'homme. Et puis après, bon, si ça doit se faire, si les gens doivent venir, ça viendra tout seul. C'est un moyen de renouer avec le showbiz un peu cet endroit. C'est un moyen de pas trop s'en éloigner. Parce que c'est vrai que quand même le métier du spectacle, c'est quand même un métier attractif. Moi je fais quoi? C'est un truc attractif aussi mais complètement en parallèle. Donc quelque part les deux se rejoignent. Je me suis lancé quand même dans un métier de commerce parce que sortant du showbiz, je me vois mal reprendre la musette et puis repartir à l'usine, quoi. J'ai un CAP de mécanicien d'entretien. Je me suis barré de l'usine, je vais à peu près avoir 16 ans.
je ne me voyais pas à 32, 33 balais repartir à l'usine. Quand tu vois le succès que tu as encore auprès des gens, est-ce que tu n'as pas envie de tenter de relancer ta carrière? J'attends que ça, moi. Je vais commencer avec le succès, prendre des gifles, et puis j'ai appris le métier. Maintenant, je veux bien recommencer le métier. Je suis le premier enchanté, parce que c'est vrai, c'est un métier qui est palpitant. Quelqu'un va venir te chercher, tu penses encore ou pas là? Et j'attends, moi. J'attends, hein. J'attends. Voilà le reportage. Vous aimeriez, vous, Dominique, qui recommence à chanter? Oui, pourquoi pas? Vous souhaitez son bonheur, quoi, avant tout, si Bien j'ai bien sûr, compris. son bonheur, bien Ouais. sûr. Pourquoi vous ne chantez pas dans votre bar? Par pudeur et puis surtout aussi parce que, comme j'expliquais dans le reportage, là-bas Saint-Cyprien, c'est un peu mon renouveau, quoi. Pas en tant que chanteur, c'est quelqu'un qui a tourné la page. Peut-être par la suite ça viendra, mais je ne suis pas Saint-Cyprien pour le moment en tant que chanteur et j'ai créé un établissement autour du chanteur. C'est que je suis arrivé en tant que chef d'entreprise, j'ai créé quelque chose. Et ça marche? Et ça marche très très bien. Bon, tant mieux. Vous avez connu Jean-Pierre il y a longtemps? Il y a 16 ans. Il y a 16 ans, donc il était footballeur à l'époque? Oui. Donc vous l'avez connu footballeur, chanteur, patron de bar. Vous préférez Voilà. lequel des trois? Bon, à chaque fois c'est le même, vous allez me dire, mais vous préférez plutôt... Il aime à la maison, entre quatre yeux. Ah bah si elle commence à chanter et si ça repart comme avant... On verra. Il est plus vieux, donc ça sera plus facile à gérer peut-être. Je crois que l'essentiel c'est d'être bien dans sa peau parce que bon, les périodes de ma vie où j'étais malheureux, c'est les périodes où j'étais dans le creux, quoi, vraiment dans le creux, et automatiquement on en a subi les conséquences et la famille aussi. Vous aviez envisagé que ça pourrait marcher aussi fort et aussi vite? Je te survivrai? Je pense pas, non. Non. Non, c'était un rêve, c'était même pas calculé, c'était surtout, on a fait ça sous un coup de délire avec Barbelivien, c'est-à-dire, tiens, ça t'intéresserait pas, mais rien n'était calculé. Et puis bon... Enfin, Barbelivien, c'est un homme charmant, mais c'est pas un doux rêveur, hein. Il a l'habitude de faire des disques qui se vendent. Lui a vu peut-être plus le côté business que moi. Moi, j'ai vu plus le côté, je venais juste d'arrêter le football, histoire de me prouver encore quelque chose de supplémentaire, quoi. Donc très vite et très fort, je disais, puisque après ce premier titre, il y a un deuxième titre qui a bien fonctionné, qui était disque d'or également. Ouais. Puis ensuite un album qui a moins bien marché. Ce succès donc, a été immédiat. Quelles images vous gardez de cette époque-là? Quels sont les moments les plus forts que vous ayez vécus? Il y a forcément des bons souvenirs aussi. Ah mais un rêve, c'est un rêve. Pour moi, maintenant, avec le recul, je l'analyse différemment parce que c'est vrai qu'on se souvient plus souvent des côtés merdiques que des côtés positifs, malheureusement après. Ça vous fait rigoler, Marie-Paul? Mais c'est vrai que c'est un rêve. Moi, je vois ma prédestinée. J'ai un CAP de mécanicien d'entretien, je deviens footballeur, je deviens chanteur. C'est que du bonus pour la vie. Est-ce que c'est redescendu aussi vite que c'était monté? Non, c'était plus lent. C'était plus lent? Plus douloureux, plus avec les poignards et on se torture. Tout doucement, bien dans la blessure. Bien, voilà. Et puis on devient maso, puis on se complaît là-dedans. Parce que c'est même pas soi-même. On se torture pas tout seul. Je crois que c'est l'entourage qui vous torture. Votre femme? Non. Indirectement avec les... Merci Jean-Luc. Je vous en prie, je posais la question, Dominique, pour être sûr, qu'il n'y ait pas de confusion. Avec les gens que vous croisez dans la rue, les gens de tous les jours. Alors, on ne vous voit plus à la télé, qu'est-ce que vous devenez? Puis au bout d'un moment, on commence à essayer de se former une carapace par rapport à ça, qui n'est pas forcément positif pour vous. Vous êtes devenu agressif? Non, pas du tout agressif, mais un peu parano. Ouais. On devient forcément parano. On voit tout de suite les gens venir vers vous, donc on ne vous voit plus à la télé, on ne vous entend plus à la radio. Vous êtes d'accord avec ce que dit Jean-Pierre? Oui, un petit peu. C'est vrai que les gens disent « Oh, pourquoi on ne vous entend pas? Pourquoi on ne vous voit pas ?» et tout. Quelquefois, ça énerve parce qu'on dit je demande que ça. Ouais, c'est pas de ma faute. Mais oui, et puis quelquefois, on a l'impression qu'on est presque mort, quoi. On se dit finalement, si j'étais morte, je passerais plus à la radio. C'est exactement ça. Alors même style de paranoïa aussi quand on vous rappelle, quand on vous recontacte, genre en style chanteur mort, quoi. C'est le truc qui m'éclate. Quel accueil vous ont réservé les maisons de disques après les deux tubes, après le succès mitigé de l'album? À partir du moment où j'ai pris déjà la décision de partir de Paris, c'est-à-dire que je voulais pas avoir, j'avais certaines exigences, c'est-à-dire de continuer dans ce métier, mais à vraiment être quelqu'un de reconnu. Donc je n'ai pas été plus ou moins, j'ai pas été même reconnu dans le métier, j'ai été reconnu comme quelqu'un qui avait fait un coup, deux coups. Donc à partir de ce moment-là. Donc pas un artiste, mais pas un artiste, voilà, un produit. Un produit. Voilà, un produit. Donc ça aussi, j'ai eu du mal un peu à l'avaler. Et ça, c'était vraiment la douce descente aux enfers, quoi. Douce? Douce. Non, pas douce. Lente? Lente et douloureuse. Ouais. Ouais. Mais bon,
j'en parle maintenant positif parce que quelque part j'ai bien rebondi et je m'en suis Combien sorti. de temps ça a pris cette traversée, ces moments les moments les plus difficiles? Ouais, 2-3 ans. 2-3 ans, c'est long quand même. Ouais, Hein. c'est long. C'est long dans la vie d'un jeune homme. C'est long parce qu'on se pose des tas de questions, on se remet en question sans arrêt et on est mal. Vous êtes senti coupable ou pas? C'est une question un peu... Coupable, pas par rapport à moi-même, par rapport à ma famille. Ah oui? Par rapport à mes enfants, par rapport à ma femme, mes parents, mes frères et sœurs. Parce que c'est vrai qu'ils n'ont rien demandé, d'être le fils ou d'être les parents, ou alors le frère et sœur ou la femme de quelqu'un de connu, ils ont rien demandé, ils sont à côté, ils vous épaulent. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est difficile à assumer, quoi. Le fardeau est dur. Votre femme a été patiente? Très, mais si elle est encore là au bout de 16 ans, je crois qu'elle était très patiente. Ouais. En particulier pendant ces 2 ans? Oui. Je l'ai aidé à se refaire une santé morale surtout, parce que c'est vrai que c'est pas facile quand on est en haut de retomber tout doucement. On s'en rend pas vraiment compte de la chute, mais le jour où on y est vraiment, c'est dur, quoi. Et pendant le succès, vous avez quel type de relation tous les deux? On se voyait pas trop. Non, on se voyait pas trop, on se croisait beaucoup. Comment le petit et le grand monde a réagi autour de vous? Donc le petit monde, bon, je parle pas de votre famille, mais c'est tous vos amis, tous ceux qui sont autour de vous. Et le grand monde, on l'appelle comme ça, je sais pas s'il est plus grand que l'autre, mais c'est, disons, les pontes du showbiz, quoi. Ah bah, le grand monde, un petit peu, pas boycotté, ni oublié. Mais bon, c'est vrai que si c'est pour voir les gens dans le showbiz vous dire « Alors, mais pourquoi tu continues pas ?» et puis et puis alors en fin de compte, ils en ont rien à foutre. Bon, bah, je sais pas, ce monde-là, j'ai un petit peu annihilé, j'ai même mis un peu de côté. C'est pour ça que j'ai besoin un peu de partir et de me ressourcer. Maintenant, le petit monde, comme je suis quelqu'un de la Terre, ça a été très très vite pour moi de me réadapter, quoi, à la vie de tous les jours. Ça n'a pas été difficile pour moi. Vous aviez envisagé tous les deux, est-ce que vous aviez parlé ensemble du fait que ça ne durerait pas forcément toujours? Est-ce que vous l'aviez imaginé? Non, du tout, parce qu'en fait, le tourbillon a été très rapide, quoi. Ouais. Il est monté très vite, il est redescendu un petit peu moins vite, mais il est redescendu quand même. Et on s'en est pas rendu compte, quoi. C'est vraiment... Vous n'avez pas envisagé au début que ça pouvait durer que quelques mois? C'était parti pour vous, Jean-Pierre? Non. C'était parti pour toujours? Pour moi, j'avais pas vraiment mis de date, mais j'étais vraiment déçu quelque part qu'on n'ait pas mis quand même tous les moyens pour que je puisse avancer dans ce métier. Je crois que c'est le seul petit regret que j'ai. Maintenant, ce qui m'arrive est complètement normal. Il y en a des milliers qui ont fait des tubes et qui en ont fait qu'un, on n'en entend plus parler. Mais je crois que ce qui est pour moi douloureux, c'est que ce métier-là, je l'aime toujours. J'aimerais repalper ce métier, mais si c'est pour ressouffrir ce que j'ai souffert, non, je suis plus prêt à refaire les mêmes démarches. Qu'est-ce que vous avez perdu en perdant ce statut, ou cette statue de chanteur? On peut dire ce qu'on veut. Oh, je ne sais pas ce que j'ai perdu. J'y ai gagné beaucoup en maturité, j'ai gagné beaucoup au niveau non, mais on sent que vous avez envie d'y retourner, quoi. Oui, vraiment, bien sûr. c'est fort en vous, vous le dites dans le reportage, vous le dites ici. J'ai envie, mais moi, ce qui est bête, c'est que j'ai appris le métier à l'envers. Je suis rentré là-dedans, je n'étais pas chanteur. J'ai appris à chanter sur le tas, je ne savais pas si j'aimais ce métier. Oui. Maintenant que j'ai pas des réponses à toutes mes questions, maintenant que je suis à nouveau bien dans la vie, j'ai envie de refaire ce métier parce que j'ai appris le métier. J'ai appris et je ne suis plus comme un mec de 23 ans qu'on a balancé comme ça dans un monde de fauves et d'adultes. On vous demande à 23 ans de réagir comme à quelqu'un qui a 40 ans avec la même maturité, c'est pas possible. Maintenant, j'en ai 34, j'ai avancé un peu plus dans la vie, j'ai un autre regard sur la vie et le showbiz. Ben, j'aimerais à nouveau tenter ma chance, c'est clair. Ça vous inspire quoi, cette histoire, Marie-Paul Bell, vous qui connaissez bien ce milieu de l'intérieur? Oui et non, je le connais bien et pas tellement finalement parce que je suis assez timide et sauvage et je sors peu. Donc en fait, c'est même ce qu'on me reproche et c'est même ce que je me suis reproché moi-même parce qu'en fait, on dit toujours... De n'être pas parisienne, c'est ça? C'est la chanson, quoi. Oui, mais maintenant je le suis tout à fait. Ah bon? Je vous rassure parce que je ne pourrais pas habiter ailleurs, j'aime vraiment Paris. Ouais. Mais c'est vrai que ce n'est pas toujours la faute des autres. Je pense que... on y est pour quelque chose. Moi, je sais que je ne sortais pas, que j'ai du mal à nouer des relations dans mon métier, à inviter les gens, à répondre aux invitations. Donc, là où je me sens proche de ce qu'il dit, c'est la surprise et la difficulté de se sentir un produit. Moi, quand j'ai commencé ce métier, quand j'ai commencé à faire du cabaret, quand j'ai quitté mes études pour choisir de chanter, c'était pour chanter devant un public et pour faire une carrière.
Donc j'avais comme modèle, moi, Brel, Barbara, Brassens, Léo Ferré, c'était les gens que j'écoutais chez moi et j'avais envie de faire ça. Des auteurs, compositeurs, interprètes pour la plupart. Voilà. Et donc, bon, pendant des années, j'ai fonctionné comme ça. J'ai eu la chance d'être aidée par des noms vraiment importants, et pour l'écriture, par Françoise Malé-Joris, Grisolia, des écrivains, et dans le métier par des grands chanteurs comme Lama qui m'ont emmené dans leur tournée. Donc, il n'y avait pas de problème. Donc, tout se passait formidablement bien. Et c'est à partir du moment où le métier a changé, le marketing est devenu plus important que l'univers artistique. On s'en fout que vous soyez artiste, que vous ayez envie de dire ça, ça ou ça. Tout le monde s'en balance. Ce qui compte, c'est de rapporter, voilà, tout de suite et vite. Donc c'est ça qui est un peu difficile à admettre. C'est pour ça que là je me suis sentie proche. Ils ont parlé de culpabilité. En fait, je crois qu'il n'y a pas de notion de culpabilité. Il y a quelle est sa part. Et Marie-Paul a dit quelle est ma part dans ce qui m'arrive. Et que je crois que tant on dit c'est la faute des autres, et c'est la faute de l'actionnaire, c'est la faute du système, etc., on ne peut pas repartir. Et je crois qu'il y a vraiment une étape essentielle que tous les deux ont nommée, c'est déjà faire ma part. Un examen de conscience, oui, voilà, c'est ça. Il y a un retour sur soi, et puis, mais quelle est ma part? L'autre a une part, bien sûr, et souvent elle est importante. Mais il ne faut pas tout mettre sur la part des autres, il ne faut pas tout mettre sur sa tête non plus. Voilà, pour autant. exactement. Il faut essayer de faire la part des choses. La part de chacun. La part de chacun. C'est d'avoir le déclic. Voilà, c'est d'attendre d'avoir le déclic. Ce ne sont pas les autres qui prennent le déclic de vous dire, voilà, moi j'ai ma part de responsabilité, je m'enfonce de plus en plus, à quel moment je vais pouvoir rebondir. Mais il faut l'attendre ou il faut le provoquer, vous pensez? Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. On peut pas dire, tiens, à tel moment, voilà, je suis pas bien dans ma peau, il faudrait que je rebondisse. C'est une accumulation de choses, il y a un petit brin de folie qui rentre dans votre vie, qui n'a rien à voir avec votre métier et qui vous redonne un peu de baume au cœur et vous relance. Mais avant qu'il se passe ce petit... Des rencontres aussi. Avant qu'il se passe ce petit déclic, c'est pas les gens qui sont autour de vous qui vont vous aider. Marie-Paul, votre dernier album datait de 89, c'était également l'année où Jean-Pierre François cartonnait sur les ondes. Oui. Vous êtes croisés à l'époque vous avez le souvenir de vous être croisés quelque part? Je pense, on a dû se croiser une ou deux fois sur des plateaux de télévision. Quel regard vous portez sur le passage éclair de Jean-Pierre dans ce métier? Sachant que vous aviez fait 26 ans de carrière avant ces 10 ans d'absence. Oui. Je trouve que ça doit être très très difficile parce qu'en fait, il est monté en flèche, il vend des millions d'albums et puis après il redescend quand même vite. Moi, j'ai pas connu cette montée, cette descente si rapide, donc je crois que ça doit être très très dur. En plus, je crois que, enfin, je sais pas si tu as vécu cette chose-là, mais moi au début j'ai mélangé l'affectif et le professionnel. Et dans notre métier, il y a des mon chéri par-ci, des mon chéri par-là, on s'embrasse, on est tous frères. Et puis en fait, on n'arrive pas à faire la différence quand on arrive et qu'on ne connaît pas. Et moi, je me suis fait avoir comme ça, parce qu'on m'a dit t'occupe de rien, chante, et tout ce qui est contrat, on s'en occupe. Et puis bon, je me suis quelquefois retrouvée à signer des choses qu'il n'aurait pas fallu que je signe. Ou bon. Alors après, on se trouve dans des difficultés matérielles qu'il faut surmonter. Donc, et en fait, on fait confiance parce que justement, on dit oh, c'est mon frère, il m'aide vraiment. Mais il vous aide parce que vous êtes dans le succès, que vous faites 250 concerts par an, qu'on dépend d'un agenda et que tout roule formidablement. Mais est-ce que c'est la même personne quand on a moins de concerts? Ça, je ne sais pas. Donc oubliez, alors non pas par le public, ni l'un ni l'autre. Vous avez aussi des autographes dans la rue, vous le faites encore aujourd'hui, même si votre public a dû un peu vieillir, parce que les minettes de l'époque, elles ont pris 10 ans, mine de rien. Vous, Marie-Paul, vous avez continué à jouer de la musique, donc les salles étaient un peu plus petites qu'avant. Pas oublié par le public dans certaines proportions, mais oublié par le métier. Avec quelles conséquences pour vous? Et en fait, oublié par le métier, oui et non. En fait, c'est parce que j'avais pas d'actualité. Si je ne fais pas de spectacle à Paris... Non, mais oublié par la maison de disques alors. Pas d'actualité, c'est par exemple oublié par les maisons de disques. Oui, ça oui. Bah, aussi, je ne leur ai pas fait savoir que j'en avais plus. Ah bon? C'est ça, bah oui, j'ai fait des chansons. Vous attendiez qu'on vienne à vous? En fait, j'ai fait des chansons, j'ai travaillé tout ça. Puis un jour, bon, je me suis dit, il faudrait que je refasse un spectacle à Paris. Et là, je me rends compte que j'ai pas de maison de disques. Je n'ai pas d'album. Bon, alors qu'est-ce que je fais au moment de commencer à démarcher avec des chansons? Les maisons de disques attendent qu'il se passe quelque chose. C'est tout une réaction en chaîne. En fait, chacun attend la réaction de l'autre. Bon, alors, qu'est-ce que je fais? Je fais un piano-voix sur les conseils de William Scheller qui avait tenté l'expérience, qui me dit tu vas avoir la plus grande trouille de ta vie, mais la plus grande liberté. Un piano-voix, ça veut dire sans... Ça veut dire je chante au piano seul. Sans musicien. Ouais. Voilà. Dans une petite salle, je suis rentrée à tâtons dans un théâtre formidable qui s'appelle le théâtre de 10 heures, qui était une petite salle très jolie. Ça a marché extraordinairement bien. Donc,
on s'est retrouvés sans album à ce moment-là. C'était en fin 94. Bon, on se dit qu'est-ce qu'on fait? J'ai eu la chance de rencontrer des amis qui sont mes producteurs et arrangeurs de cet album aujourd'hui, qui ont apporté une cassette, enfin je veux dire un DAT, on n'a même pas mis de console live, rien. Ils ont apporté ça pour me donner un souvenir de mon spectacle. C'était même pas pour faire un live. Et avec cette DAT, je veux dire, bon, on a sorti un live du spectacle. Et puis bon, la machine s'est remise en route, comme ça, petit à petit. Avec quelques aides, notamment celle de Patrick Bruel. C'est un côté qu'on connaît mal de lui, mais c'est un garçon qui est très généreux dans la vie privée. Alors ça, je peux témoigner parce qu'il est venu me voir aux 10h. Et puis, comme il était chez BMG, il est rentré le lendemain matin dans tous les couloirs de la maison de disques. Il a dit, comment vous n'êtes pas allé voir Marie-Paul Bell, il faut y aller et tout. Et puis voilà, j'ai signé comme ça. Vous écoutez Marie-Paul Bell, on a l'impression que tout s'est toujours très bien passé, que ces 10 ans ont été 10 ans finalement pas trop désagréables, simplement 10 ans sans maison de disques. Après tout, c'est pas trop grave. J'aime pas trop penser aux désagréables. Mais il y a eu un côté désagréable quand même. Ça peut arriver pour un artiste de votre trempe aussi. Oui, même bien matériellement, financièrement. Vous pouvez me dire, j'aime pas trop y penser, mais bon, séparer de sa maison, c'est une chose. J'imagine que pour vous, séparer de son piano, par exemple, d'avoir à se séparer de son piano, ça doit être quelque chose de particulier. C'est la chose. J'ai du mal à en parler parce que c'est la chose la plus difficile qui me soit arrivée. J'ai dû vendre ma maison, j'avais une très belle maison. Ça m'a moins coûté que de me séparer de mon Steinway. Et j'ai senti que je mourrais là. Vous êtes docteur en psychologie par ailleurs? Non, je me suis arrêtée à la maîtrise. J'ai déposé mon sujet de thèse, mais je ne l'ai jamais soutenu. D'accord. Vous étiez en voie du doctorat, vers le doctorat? Oui. Non, mais vous avez pensé à une époque à ouvrir un cabinet pour artistes qui traversent des moments difficiles? C'est vrai, vous avez imaginé ça. Est-ce que vous auriez été consulté, Marie-Paul Bell, Jean-Pierre François? Peut-être, je ne sais pas. Peut-être. Conseiller, j'aurais aidé, écouté. Voilà, les débutants, les jeunes qui ne savent pas comment faire pour se tenir en scène, comment écrire une chanson. Ça n'a plus grand chose à voir avec la psychologie, là. Si, parce que je pense que justement, ça a tout à fait à voir dans la mesure où quand on écrit des chansons, on doit absolument exprimer ce que l'on ressent et ce que l'on vit. Vous parlez des débutants, moi je parlais des artistes en difficulté, il m'avait semblé comprendre. Les artistes en difficulté, je pense qu'il y en a, mais je ne suis pas sûre qu'à ce moment-là, ils aient envie de le dire. Et je pense qu'on a peut-être, pas un sentiment de culpabilité, je pense, mais peut-être un sentiment de honte. On n'a pas envie d'entendre qu'on ne passe pas à la télé, qu'on ne passe pas à la radio. Il y a eu des périodes où vous vous refusiez cette réalité, Jean-Pierre? Ah oui, je me suis voilé la face. Oui. Ouais. Ouais.